Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. Et pendant 48 heures, avec le code SiriusShield, vous pouvez avoir 10% de réduction sur tout le site. Je vous en reparle en fin de vidéo. Vous vous rappellerez du sujet global de la vidéo, mais vous vous souviendrez pas de ce que je dis exactement dedans. C'est pas contre vous, hein, ni contre la vidéo d'ailleurs. Je pense qu'on est à peu près tous pareils là-dessus. Personnellement, quand je regarde la vidéo d'un ou d'une vulgarisatrice sur YouTube, à la fin de la vidéo se termine, je suis incapable de sortir plus de une ou deux idées de ce qui est dans la vidéo. Incapable. C'est trop dense. Il y a trop de choses. C'est impossible. Et c'est pas le cas que pour les vidéos YouTube. C'est pareil quand je regarde un documentaire Arte par exemple. Bon, c'est un peu moins pire. Mais c'est parce que YouTube, en même temps, le rythme est tellement fort, je veux dire, c'est tellement dense, il y a tellement de choses d'un coup que ouais, c'est forcément plus dur. Je repense au Coup de fil, donc l'émission avec laquelle j'ai commencé sur YouTube. Waouh! Ah, fallait s'accrocher. Je me souviens que j'étais assez conscient de ça, parce que mon but, je me disais, c'était que la personne reparte avec une ou deux idées. Ok, mais même ça, c'est chaud, hein. Et le pire, c'est que même moi, l'auteur de la vidéo, quelques jours plus tard, parfois j'oubliais tout. Sérieux. Et je prends un exemple plus récent, par exemple ma vidéo sur combien de temps dure maintenant. Bon, je la trouve très bien, un peu ratée, mais intéressante. Ratée parce que trop dense. Trop dense. Là, même un mois plus tard, il y a vraiment, sans déconner, hein, genre quand je réfléchis dans ma mémoire sur combien de temps dure maintenant, c'est difficile pour moi de donner une réponse. Je me souviens de trois types de granularité en termes de temps. Il y avait le present moment, experienced moment ou experienced present. Et un dernier, je sais plus ce que c'était. Perceived moment. Et là, je suis au max. Hein. Et il y avait, je me souviens, une personne qui avait théorisé tout ça. Mark Witterman. Donc voilà, cette vidéo, vous allez oublier ce que je dis dedans. Si je dis le nom d'un ou d'une scientifique, d'un biais cognitif, par exemple, ce genre de choses, il y a de bonnes chances pour que vous l'oubliez. Et ça me rend triste. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Eh ben oui et non, en fait. Il y a un chercheur de l'université de Melbourne, qui s'appelle Jared Horvath, qui explique que la manière avec laquelle on consomme l'information et le divertissement fait qu'on va valoriser un certain type de mémoire et que c'est pas le type de mémoire qui nous permet de nous souvenir d'une vidéo YouTube. Alors le type de mémoire dont on a besoin pour se souvenir d'une vidéo YouTube, c'est le recall memory. Okay, il est devenu assez inutile à l'heure d'Internet. On a plus besoin du recognition memory. C'est la mémoire qui sert à retrouver une information. Par exemple, vous vous souvenez pas exactement de ce que j'ai dit dans une vidéo, mais vous vous souvenez que c'était moi, vous vous souvenez peut-être du titre de la vidéo, de sa miniature, etc. Bref, des informations qui vont vous permettre de retrouver l'information. En fait, c'est comme si Internet fonctionnait comme un disque dur externe géant. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'on partage le même. Enfin, plus ou moins, parce qu'on n'a pas vraiment le même Internet, parce qu'on a chacun nos bulles. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Ça fait longtemps que je vous ai dit qu'il fallait que j'en fasse une. Je l'oublie à chaque fois. Et il y a une étude qui a été faite sur le sujet qui montre que lorsque les gens savent qu'ils vont pouvoir réaccéder à une information, ils s'en souviennent moins. Voilà, logique. On va pas faire l'effort de se souvenir d'un truc auquel on peut accéder à nouveau à tout moment. Il y a un parallèle intéressant qui est fait par Julie Beck, une journaliste, qui rapproche ça d'une histoire que nous raconte Platon dans un des dialogues de Socrate. Dans un de ces dialogues, Socrate raconte l'histoire du dieu Thoth. Alors je vous arrête, c'est pas celui qui fait les sacs. Thoth bag. Je me souviens dans les coups de fil par exemple, je faisais des vannes, entre autres pour des questions de mémoire. Parce que souvent on se souvient plus facilement d'une vanne qu'un fait. Voilà, mais il fallait que la vanne elle soit marrante, je pense. Je suis pas sûr. J'ai pas trouvé d'études là-dessus. Alors, je vous lis les dialogues de Socrate, c'est parti. Je pense qu'on va pas mettre ma tête pendant tout le long de la lecture du texte. On va essayer de vous mettre des paysages, peut-être. Des petits trucs sympas. Je sais pas. Régale-toi, Alfie. J'ai donc ouï dire qu'il existait près de Naucratis, en Égypte, un des antiques dieux de ce pays, et qu'à ce dieu, les Égyptiens consacrèrent l'oiseau qu'ils appelaient Ibis. Ce dieu se nommait Thoth. C'est lui qui, le premier, inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le trick-track, c'est un jeu qui ressemble au backgammon, les dés, et enfin, l'écriture, grammata. Le roi Thammuz régnait alors sur toute la contrée. Il habitait la grande ville de la Haute-Égypte, que les Grecs appellent Thèbes, l'égyptienne. Thoth vient donc trouver ce roi pour lui montrer les arts qu'il avait inventés, et lui dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi lui demanda de quelle utilité serait chacun des arts. Le dieu le renseigna, et selon qu'il les jugeait être un bien ou un mal, le roi approuvait ou blâmait. On dit que Thammuz fit à Thoth beaucoup d'observations pour et contre chaque art. Il serait trop long de les exposer. Mais quand on en vint à l'écriture, roi, lui dit Thoth, cette science rendra les Égyptiens plus savants,
et facilitera l'art de se souvenir, car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. » Et le roi répondit, « Très ingénieux, Thoth. Tel homme est capable de créer les arts, et tel autre est à même de juger quel lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues, par bienveillance, tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le remède, non point pour enrichir la mémoire, mais pour conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront en effet beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants, et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires au lieu de vrais savants. Le roi là! Le roi il est chaud ou pas là? On n'est pas vraiment étonné que Socrate nous parle de ce mythe, puisque Socrate n'a rien écrit. Tout ce qu'on sait de Socrate, on le sait via Platon. Alors pourquoi Socrate n'a rien écrit? Parce que pour Socrate, écrire la pensée, ça revient à la tuer, en fait. La pensée, elle est fluide, elle se construit dans le dialogue, elle évolue, elle est changeante, etc. Si je la fige, je la tue. On peut imaginer alors que pour Socrate, l'écriture ne va pas tuer seulement la pensée, mais aussi la mémoire, en fait. Et ça, Jared Horvath le confirme. Socrate a raison. Mais malgré tout, franchement, quand on pense à tous les ouvrages que l'humanité se transmet, quand on pense aussi, je sais pas, à toutes les fictions, toutes les vidéos YouTube, par exemple, qui servent au quotidien, etc., voilà, c'est quand même difficile de faire une croix sur tout ça. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui jouent sur notre mémoire. Déjà, le fait qu'on est dans un flux constant de surinformation, une infobésité, si je peux me permettre. Voilà, on est en surstimulation avec plein d'informations, qu'elles soient utiles ou non. Mais il y a aussi nos modes de consommation. Par exemple, si vous regardez cette vidéo en x2, vous vous en souviendrez moins bien que si vous la regardez à vitesse normale. Et c'est pareil avec les séries. Il y a une étude qui a été faite à l'université de Melbourne où on a pris 2 groupes d'individus. Ils ont regardé la même série, il y en a qui l'ont binge-watché et d'autres qui l'ont regardé un épisode par semaine. À la fin de la série, après le dernier épisode, on a posé un questionnaire aux 2 groupes. Le groupe qui avait binge-watché a eu un meilleur résultat au quiz que le groupe qui avait regardé un épisode chaque semaine. Jusque-là, c'est pas très surprenant. Mais 140 jours plus tard, on refait un quiz aux 2 groupes. Et cette fois, ceux qui ont regardé un épisode par semaine ont de meilleurs résultats que ceux qui ont binge-watché. Et pourtant, je sais qu'il y a certaines de mes vidéos que les gens n'oublient pas. Je le sais parce qu'ils me le disent. Ça va être par exemple la vidéo du Népal, la vidéo sur mon expérience de cyborg. C'est marrant, j'ai un peu d'émotion en vrai quand je vous reparle de ces vidéos. Je sais pas, le Népal c'était quoi? C'était il y a 5 ans genre? Bref, donc Népal, cyborg, ma vidéo sur la rupture par exemple, celle sur mes cheveux, enfin sur mon absence de cheveux. Et elles ont toutes un point commun ces vidéos. C'est qu'elles sont fortes en émotion. Et généralement, elles laissent pas indifférent. Enfin c'est ce qu'on m'a dit, je me permettrai pas de faire moi-même le mec par rapport à mon propre contenu. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit. Moi, je fais avec ce que vous me dites. Mais ça me flatte, merci, ça me touche. Et en fait, c'est logique qu'on s'en souvienne bien. Parce qu'on se souvient plus des choses lorsqu'elles ont été associées à une émotion forte. C'est pour ça d'ailleurs que certains champions de concours de mémoire conseillent d'associer certains éléments, certaines informations à des émotions fortes pour s'en souvenir. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprend dans un livre de Joshua Foer, Moonwalking with Einstein. Incroyable ce livre. Vraiment, il est très très bien, je vous le conseille, il est vraiment fou. Jared Horvath, le chercheur dont je vous parle depuis tout à l'heure, sur sa chaîne YouTube, qui n'a que 2500 abonnés, je vous la mets en description si jamais ça vous intéresse, il nous parle de 2 types de mémoire, épisodique et sémantique. Le premier, c'est la mémoire des événements, par exemple un anniversaire ou une soirée dans un lieu fermé, avec beaucoup de monde, de la musique, les gens qui dansent, qui n'ont pas de masque et tout, qui se font des accolades, voilà, ce genre de truc. Genre qui se crachent dessus, ça manque. Le second, c'est la mémoire sémantique, c'est genre des faits. Par exemple, Spinoza est né en 1632 à Amsterdam. La différence entre ces 2 types de mémoire, c'est que la mémoire épisodique, elle est liée à l'émotion. Par exemple, un événement qui était
un bon souvenir, quelque chose d'un bon mood, vous allez vous en souvenir plus facilement si vous êtes dans un bon mood. À l'inverse, un événement où vous étiez de mauvaise humeur, vous allez vous en souvenir plus facilement si vous êtes de mauvaise humeur ou triste. Ça rappelle un petit peu le film Vice Versa où je me souviens, il y a un moment, il y a la tristesse saisit un souvenir, je crois, et que du coup, en fait, le souvenir s'imprègne de tristesse. Pour la mémoire sémantique, c'est très différent. On a fait des tests où on a pris des gens, on les a mis dans certaines humeurs, certains moods, etc., positifs ou négatifs, et ensuite on leur a posé des quiz, quoi, et c'était globalement, voilà, il n'y a pas de résultat qui se dégage de ça. Le seul résultat, c'est que la mémoire sémantique est décontextualisée des émotions. Globalement, une information, on la connaît ou on la connaît pas, qu'on soit de bonne ou de mauvaise humeur. Pourtant, le truc, c'est que la mémoire sémantique, elle est étroitement liée à l'épisodique. Parce que à quel moment on apprend les éléments qui sont dans la mémoire sémantique? On les apprend dans des événements. On les apprend dans des moments, en fait, dans des instants. Donc on les apprend dans le cadre de la mémoire épisodique. Du coup, pour apprendre, Jared préconise de multiplier l'exposition, donc ces instants d'apprentissage, c'est-à-dire qu'au lieu de tout focaliser sur un moment, on va les espacer, en fait, mais aussi d'être dans un bon mood. Parce que même si, effectivement, la mémoire sémantique est décontextualisée de l'émotion, l'émotion aide la mémoire sémantique à s'ancrer plus facilement dans le cadre de la mémoire épisodique. Et une fois qu'elle est ancrée, on n'a plus besoin de l'émotion. En gros. Alors du coup, moi, en tant que créateur de contenu, je déteste ce terme. J'ai dit ça, là? Je déteste ce terme. Enfin non, je déteste pas ce terme, parce que détester, c'est très fort, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop, parce que je considère que parfois, ce que je fais, c'est un peu plus que du contenu. Parfois, c'est du contenu, et ça veut rien dire, déjà. Et parfois, j'y mets mon âme un peu dedans, quoi. Et je sais pas ce que ça résonne, créateur de contenu. J'entends autre chose, moi. Mais bon, tout ça pour dire, est-ce que chacune de mes vidéos doit susciter une émotion? Est-ce qu'une vidéo que je fais, que les gens ne retiendront pas, est-ce qu'elle sert à rien? Est-ce que ma vidéo, par exemple, sur combien de temps dure maintenant, elle a vraiment un intérêt? Eh ben, je pense que oui. Je pense que oui, déjà parce qu'elle m'a fait gagner des abonnés et de la thune. Donc ça fait plaisir. Si je répondais non, j'arrêterais mon job tout de suite. Mais surtout parce que, avec cette démarche, j'ai rajouté quelque chose à ce disque dur externe géant qui est Internet et qu'on partage tous. Et que maintenant, si vous voulez retrouver cette information, vous pouvez le faire grâce à votre mémoire de recognition. Et donc je me dis que voilà, même si on l'a pas toujours avec nous, ça a une utilité. D'ailleurs, c'est discutable, hein, on l'a pas toujours avec nous, mais quelque part, on a toujours nos téléphones avec nous, par exemple. Et donc on peut toujours y accéder. Mais c'est vrai qu'avoir les informations dans sa mémoire, dans sa recall memory, ça permet, je trouve, de créer des connexions avec des choses. Ça booste sa créativité, ça permet d'avoir une répartie. Voilà, ça permet d'avoir plein de choses qui sont très appréciées, très agréables et qui font de nous de meilleurs humains, je pense. Donc voilà, on va dire que l'utilité de ce que je fais, c'est de donner cette opportunité-là. Je pense, c'est de créer cette possibilité. J'imagine. Maintenant, on peut se poser une autre question, c'est comment faire pour retenir les choses, en tout cas les retenir davantage. Et ça sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Par contre, il y a un truc que j'ai failli oublier, c'est vous parler du sponsor de cette vidéo. Voilà à quoi ressemble un téléphone sans Rhino Shield. Il est totalement éclaté. Ça arrivait seulement quelques mois après que j'ai fait l'acquisition de ce téléphone. J'étais assis, il est tombé de ma poche. Voilà, donc c'est même pas haut, quoi. C'est même pas une chute haute. Ça ne serait sûrement pas arrivé si j'avais une coque Rhino Shield. Rhino Shield, vous les connaissez sûrement, c'est les kings des coques, mais pas que. Alors il y a plein de modèles de coques différentes, que ce soit pour iPhone, Samsung, OnePlus, etc. Il y a plein de collections, genre ça c'est la collection NASA par exemple. Mais il y a d'autres collections. Par exemple One Piece. One Piece que j'avais commencé à lire il y a longtemps. Je sais plus où je me suis arrêté. C'est génial. Voilà, si un jour j'ai le temps, je m'y remettrai. Il y a aussi des artistes indépendants qui ont leur coque et vous pouvez aussi vous faire une coque customisée. Par exemple, j'en ai fait customiser une avec le logo Badass Socrate de la dernière collection de fringues. Voilà, je trouve que ça rend trop bien. Alors ça sert à protéger, mais ça peut aussi servir à rendre stylé, ou en tout cas à changer de style. Typiquement, c'est ce que j'ai fait avec cette watch. Je l'ai mise en rose et jaune, et le cadran, je l'ai mis rose. Quand je veux la rendre un peu funky, etc., tac, je mets cette coque, je mets ce cadran de couleur, et c'est parti, quoi. Pareil pour les AirPods. Les AirPods, je trouve ça beaucoup plus cool, en fait, de les avoir comme ça, de couleur. Non seulement ça les protège, mais en plus, je trouve que ça les rend stylés. Alors maintenant, on va faire un test comme le font tous les influenceurs qui testent les coques de téléphone. Est-ce que je suis serein? Évidemment, je suis en totale confiance.
Ah, ça fait du bruit. Hein. Écoutez, le test s'est déroulé à la perfection. Alors là, vous vous dites peut-être, moi aussi, il me faudrait une coque. Ah oui, j'ai pas dit aussi, ils ont des câbles, etc. pour charger les trucs, qui sont plus résistants. Voilà, ça c'est de la balle. Donc il y a sûrement quelque chose sur leur site qui vous intéresse. Et c'est pour ça qu'il y a un code promo valable une semaine, moins 10%, avec le code SirusShield. Pourquoi pas? Il n'y a aussi pas de BPA, BPS, BPF dans leur plastique. Voilà, c'est des trucs qui peuvent être nocifs pour les gens qui mangent les coques de téléphone, comme les bébés par exemple. Parce que oui, les bébés mangent beaucoup de choses. Moins 10% pendant une semaine avec le code SirusShield. Je vous mets toutes les informations en description. Et merci à eux d'avoir été le sponsor de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à checker le lien que je mets en description pour RhinoShield avec le code promo, etc. C'est parce qu'il y a des partenaires sur les vidéos que je peux continuer à les faire et à en faire aussi souvent, etc. Donc merci à eux. Et un énorme merci à vous d'être toujours aussi présents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va entraîner des conversations dans les commentaires. Il est possible au moment où vous regardez cette vidéo que je sois sur Twitch. Je vais faire un petit live ce soir vers 21h30, je pense. Et n'oubliez pas, tous les mardis, j'y suis à 22h. Si ce n'est pas fait, voilà, c'est un truc que j'oublie aussi tout le temps, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Love, peace.